C'est pas assez développé, on va repartir sur le basique déjà, sur l'ethmoïde, sur l'idée des hémiethmoïdes. Hein. Donc, les hémiethmoïdes, ça ne vient pas du tout de Maurice Poirier, c'est développé par je ne sais qui il y a au moins une dizaine d'années. Non. Guillaume Auburn. Peut-être Guillaume, mais peut-être quelqu'un d'autre, je ne sais pas du tout. Donc en tout cas, au départ, on teste l'ethmoïde. Vous avez déjà fait les tests d'ethmoïde, hein, donc on met un doigt au niveau de la glabelle, donc au-dessus de la lame horizontale de l'ethmoïde, et on met un doigt sur les OPN. Est-ce qu'il y a un rapport direct entre les OPN et l'ethmoïde? Ils sont dessous, donc ils sont dessus. Oui, ils sont sur quoi? Quelle partie exactement? La lame criblée, autour de la lame criblée. Non. Autour de la, excuse-moi, de la cristagallie, je voulais dire. Non. Cristagallie est au-dessus, là, les OPN sont en dessous. Mais des valises latérales, là. Les masses. Bon, alors, je sais pas. Parce que c'est pas Les OPN sont en contact direct avec l'ethmoïde. Quelle partie de l'ethmoïde? C'est ça la question. Sur la partie supérieure. Non? Supérieure externe. Latéral. Alors, il y a les masses latérales, il y a la lame verticale, il y a la lame horizontale, il y a la cristagallie. Oui, on a tout dit là. Non, non, vous n'avez pas dit la lame verticale. Le Lame bord verticale. antérieur de la lame verticale est en contact direct avec les deux OPN. Hein. Sous les deux OPN, vous avez le bord antérieur de la lame verticale. Vous avez votre ethmoïde avec sa lame horizontale, avec ses deux valises de chaque côté. Et il y a la lame verticale ici, hein, qui est oblique ici, qui est là, et les deux OPN sont posés dessus. Donc, quand on est sur les OPN, on est vraiment directement sur l'ethmoïde. Il faut se rappeler de son anatomie un petit peu dans donnant. Sinon, tonton Bernard va se fâcher. Non, je souriais à la caméra. Les troubles psy, c'est quelle chaîne déjà? C'est sur quelle chaîne? C'est sur Arte. C'est sur Arte. C'est la nuit, c'est le soir. Ok, donc ethmoïde, vous savez tester. Hein, on appuie au niveau des OPN pour envoyer en flexion ou en extension? Flexion. Flexion. Il y a d'autres points de vue? Les deux, j'appuie sur les Les OPN. deux, intéressant, les deux. Attends, reprends surtout. Vers le haut. J'appuie sur les OPN pour envoyer mon ethmoïde en flexion ou en extension? En extension. Les Oui, OPN, en extension. En flexion. Quand En gros, tac. Quand j'appuie sur les OPN, je l'envoie en extension. En extension. C'est les OPN. Et quand j'appuie sur la glabelle, je On envoie l'envoie en en flexion. flexion. Hein, je le fais tourner dans ce sens-là, qui correspond à la flexion, extension. Son ethmoïdaire. Appuie sur les OPN pour envoyer En extension. Quand j'appuie sur les OPN, et pour faire remonter ici, pour faire tourner dans ce sens, c'est l'extension. Il faut être clair, parce que si j'ai une lésion dans ce sens, il faut savoir dans quel sens je corrige le sacrum. Oui, et l'autre en Et flexion. l'autre en flexion. Merci Sabine. Quand tu appuies sur le niveau de la cristagallie. Merci. C'est bon? rien dire évidemment. Donc OPN, glabelle. J'appuie sur les OPN, j'écoute comment ça répond sur la glabelle. J'appuie sur la glabelle et Glabelle. j'écoute. Oui, tu sais. Ah mais du tout, moi je dirais une ethmoïde, je crois que j'ai la totale. Ah non, non, ton ethmoïde, il bouge bien. Ah bon? Ouais, il Demandez bouge bien. ça. Ah bon, Oui, bon. c'est ça. Non, il bouge bien. Ouais, mais sur- J'ai un mongol la là. question, c'est ça qui fait. Eh bien, là, Ça ou ça, en fait, tu testes les deux. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai dit les deux. Tu testes comme ça, quoi. Enfin, la balançoire. Oui, on fait le balançoire. Donc quand j'appuie sur les OPN, j'envoie l'ethmoïde en extension. Ça doit se avancer ici. Quand j'appuie ici, ça doit avancer ici. C'est le sens de l'extension. Ouais. Quand j'appuie ici, ça doit remonter de l'autre côté. C'est le sens de la flexion. On est tout bon. Donc ça, c'est l'ethmoïde. Et donc, c'est rajouter l'idée de l'hémiethmoïde. Donc on va aussi aller tester des hémiethmoïdes. Et pour être un petit peu cohérent, le mieux, c'est de se décaler latéralement pour les deux doigts, donc se mettre sur l'OPN gauche et de se mettre un petit peu à gauche de la glabelle. Et on va tester pour voir s'il y a des équilibres spécifiques que d'un côté. Ici et là. Quand vous trouvez un hémiethmoïde, très probablement vous aurez trouvé un ethmoïde avant.
qui, à mon avis, n'est qu'un artefact, qu'une illusion, simplement parce qu'un hémiethmoïde, ça met une tension, et quand on teste l'ethmoïde global, on a l'impression qu'il y a un ethmoïde global. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a l'année dernière encore, je vous disais que je corrigeais un ethmoïde complet plus un hémiethmoïde, et je me suis rendu compte qu'il suffit de corriger l'hémiethmoïde et qu'en réalité c'est un hémiethmoïde et qu'il n'y avait pas d'ethmoïde global. Donc, si vous trouvez une lésion sur l'ethmoïde, vérifiez si c'est un hémiethmoïde. Si vous trouvez un hémiethmoïde, considérez de départ que ce n'est qu'un hémiethmoïde et ne corrigez que l'hémiethmoïde. Pas l'expression, en fait, joue la correction homolatéral, parce que si c'est qu'un Et donc là, on corrige d'un côté, homolatéral, et après, vous vérifierez que votre ethmoïde global aussi s'est libéré. Ça va? Voilà. Quand vous avez corrigé votre ethmoïde et que ça reste quand même raide, là, dans ce cas-là, ça prend du sens. Vous pouvez aller voir le gyroscope. Le gyroscope, l'idée, c'est qu'on déplace un peu latéralement, mais pour aller toucher l'ethmoïde, il faut lui arracher les yeux, donc on va éviter. Mais par contre, on se met bien le plus en profondeur, le plus en arrière possible, le plus en contact possible avec les yeux, hein, presque au niveau des... Qu'est-ce qu'il y a là quand je commence à m'enfoncer un petit peu? Les branches monteurs. Non, oui. Les os lacrymaux, les inguis. Oui, c'est une vis. Donc pratiquement à ce niveau-là, hein, le plus en arrière possible de la branche montante du maxillaire. Voilà. Et on va tester latéralement. Voilà. Clac, clac. Voilà. Soit ça part beaucoup d'un côté, ça ne revient pas de l'autre. Ça signe au gyroscope. Soit c'est relativement équilibré et ça signe qu'il n'y a pas de gyroscope. Si c'est équilibré, ce n'est pas la peine d'aller voir derrière. Il n'y aura rien. Si c'est déséquilibré, vous allez sur votre ligne courbe occipitale. Donc on va placer 2 doigts. On attrape notre quignon, l'endroit où on pose, où on va tester pour les condyles, hein, les points de test des condyles, et on se fait à peu près entre les deux. Et on va écouter ce qui se passe. Ah, tu viens de me dire que tu ne testes le gyroscope que si ton ethmoïde reste raide après avoir corrigé. Oui. Oui, en général, oui. Quand j'ai vraiment des raideurs, je vais vérifier. C'est-à-dire que je ne suis pas systématique. Systématiquement. Oui. Mais après, je vous invite, vous, à le faire systématiquement. Jusqu'à ce que vous en ayez pas mal dans les mains. Ah. Pardon. Oui, vas-y. Si tu n'as pas encore corrigé, que tu es sur un ethmoïde, que tu vois effectivement qu'il y a une lésion à l'ethmoïde, enfin la chaîne, pardon. Et du coup, est-ce que tu vas tester, tu ne vas pas corriger encore, tu vas tester ton gyroscope? Est-ce qu'il y a... Ah non, oui, enfin si, peut-être je vais tester. Mais des fois, je vais corriger. Tu vas d'abord corriger et après tu fais ton gyroscope. Oui, bien comme tu veux. Si tu testes le gyroscope, il faut aller faire le diagnostic dans tous les cas différentiels quand tu le trouves derrière. Et auquel cas, si tu veux tout corriger en même temps, tu peux. Le sens de ma question, c'est est-ce que un ethmoïde qui n'est pas harmonieux, en fait, qui est en dysfonction, peut générer, parce que cette raideur de l'ethmoïde là, en fait, en réalité, c'est là que ça va nous indiquer d'aller chercher le gyroscope. Oui. Est-ce qu'il y a un lien réel entre ce gyroscope, donc cette dysfonction articulaire partout, en fait, et la dysfonction ethmoïde? La chaîne. La chaîne. Je sais pas. Je sais pas. Je suppose que oui, à moins un peu à un certain niveau, mais je sais pas. Désolé. Je corrige mon ethmoïde encore raide. Oui. Ça veut dire que j'ai un gyroscope. Oui. Automatiquement. C'est une suspicion qu'il y a un gyroscope. Il faut vraiment aller vérifier. Peut-être ça peut être d'autres choses. Peut-être qu'il y a un problème de SSB, peut-être qu'il y a un problème de frontal. Mais ça peut être un gyroscope, il faut aller vérifier. Oui, tu... C'est pas on va vérifier. J'ai un ethmoïde raide, je vérifie si c'est pas un gyroscope. Mais c'est pour ça que pour le moment, dans un premier temps, le mieux, c'est vous systématiquement, dans votre protocole, vous vérifiez le gyroscope, vous le cherchez. Et si j'ai pas de gyroscope, et que mon ethmoïde est encore raide, Bah, tu vas chercher autre chose.
Si tu as corrigé l'ethmoïde, qu'il n'y a pas de gyroscope et que l'ethmoïde est encore raide, tu vas chercher d'autres choses. Tu vas travailler la faux, tu vas vérifier les relations avec le frontal, tu vas vérifier les relations avec le sphénoïde. Tu vas voir qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement qui maintient ton ethmoïde raide. Ok. Mais ce qui signe le gyroscope, c'est que l'ethmoïde il est raide ou c'est juste un déséquilibre? Enfin, pas juste, mais c'est plutôt Ça un ne déséquilibre. signe pas, c'est un signal d'alerte, simplement. C'est un indicateur, c'est pas un signe absolu. Oui, oui. Mais si ça bouge pas du tout, ça peut être un gyroscope. Quand on Si dit- c'est bien raide, ça peut être un gyroscope. Mais à nouveau, en première intention, et pendant au moins quelques centaines ou milliers de patients, vous faites systématiquement la recherche du gyroscope. Donc ça, après, vous serez clair de à quel moment je peux me passer d'aller vérifier. Donc gyroscope, vous placez vos doigts au niveau de votre ligne courbe à l'endroit que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc on a deux doigts sur la ligne courbe, bien sur l'os, et on va écouter ce qui se passe ici. Est-ce que c'est équilibré ou est-ce qu'il y a des ordres sur un des doigts dans un sens ou dans l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure. Okay. Et pour la rotation, tu poses une face. Pareil, même écoute. Donc ici, tu peux avoir ça ou tu peux sentir la rotation. Donc c'est pour ça qu'il faut bien être avec la pointe d'un doigt pour pouvoir sentir la rotation. J'ai entendu une variation d'écoute avec le doigt à plat, mais le doigt à plat, vous ne pourrez plus entendre la rotation. Sagittale. Ça c'est bon, sagittale. Donc la sagittale, elle démarre. C'est pas tout le long du trajet de la faux, c'est uniquement sur la partie pariétale. Donc on va démarrer avec le bregma et on va aller jusqu'au lambda. On va se positionner avec les pouces, avec 2 pouces qui sont en opposition, qui sont à cheval sur la sagittale. Donc ma sagittale, elle est là et je mets mes 2 pouces dessus. Donc si je la coupe en deux, je vais me mettre au milieu du pariétal antérieur sur la sagittale avec mes 2 pouces et je vais simplement écouter qu'est-ce qui se passe comme mouvement avant-arrière sur la sagittale. Okay. Et ensuite, je vais aller écouter au niveau de la pariétale postérieure. Donc là, il faut lever un tout petit peu. Hop, ici. Voilà. Donc je vais me positionner là comme ça pour écouter pareil. Donc tes doigts chevauchent quoi, Voilà. le long de la suture. Oui. Donc, Il y a la suture qui est là et moi je me pose ici. Et on écoute l'avant-arrière. C'est un mouvement avant-arrière sur la sagittale. Qu'est-ce qui se passe dans la sagittale? On considérera que la flexion, c'est quand la sagittale va vers l'avant. C'est noté dans la fiche. Et puis voilà. Et puis après, on va voir en bas comment ça se passe. Sur le ventre, s'il vous plaît. Donc là, et après, tu fais pariétal ante et pariétal post. Oui, au niveau de la sagittale. Et juste Après, avant-arrière. C'est un mouvement avant-arrière. Éventuellement, si vous arrivez ici et que c'est cafouilleux, n'hésitez pas à recouper en plus que 2 parties, parce que potentiellement, ça peut partir vers l'avant ici, peut partir vers l'arrière là, et repartir vers l'avant ici. Donc il faut aussi vérifier si à l'écoute, vous êtes cohérent de couper en 2 parties. Vous pouvez avoir une lésion que sur une partie, sur les 2 parties dans le même sens, sur les 2 parties en sens opposé, et parfois vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a 3 lésions. Là, ça part vers l'arrière, là, ça part vers l'avant, et là, ça part vers l'arrière. Donc là, il faut vraiment couper en 3. Moi, j'ai pas compris, mais c'est pas grave. Ce matin, je comprends pas. C'est juste qu'à l'écoute, tu as une réalité. Là, c'est comme si tu avais une rivière avec de l'eau qui coule. Ouais. Tu poses les doigts, l'eau, elle coule dans ce sens-là. Ouais. Tu poses les doigts derrière, l'eau, elle coule dans l'autre sens. C'est chelou. C'est chelou, hein. Mais donc, tu dis, je vais corriger ça.
Ok. Donc, du coup, tu sais que tu dois corriger en deux. Mais si quand tu poses les doigts ici, tu dis, c'est bizarre, tu te décales un petit peu, ouais, là, ça va bien vers l'avant, et quand tu reviens là, ça va vers l'arrière. Mm. Et là, du coup, ça va vers l'avant. Mm. Là, tu dis, il faut couper en trois. C'est Oui. juste qu'il faut vérifier à ton écoute s'il y a une cohérence. D'accord. Pour savoir si tu coupes en deux ou en trois, ou voire en plus. Moi, en général, je ne coupe qu'en trois au Et maximum. donc, l'intérêt de couper en trois sur une correction après, qu'est-ce que ça te donne comme information quand tu coupes Tu coupes en trois justement parce que tu as une information. C'est pas ça te donne, c'est parce que tu as une information que c'est en trois parties, parce que tu étais là et tu supposais que tu avais pris la moitié, et que quand tu es là, tu as un truc incohérent, tu te décales, là c'est cohérent dans un sens, et là ça va dans l'autre sens. Et tu te rends compte voilà, qu'après tu te remets ici, et ça va encore dans le troisième sens. Tu te retrouves avec trois mouvements. Ok. Donc là, c'est une obligation de couper en trois pour la correction. Parce qu'il y a trois zones différentes à corriger. Donc c'est juste à l'écoute que tu vas savoir si tu restes effectivement en deux, basique, ou si éventuellement il faut couper un petit peu plus. Et tes trois zones à corriger, c'est là le petit trait que tu as fait, donc sagittal. Moi, j'en vois que deux du coup alors. Oui, là j'en ai dessiné que deux. Oui. Mais si là il y en a Ouais, trois, tu couperas en trois parties. Ok, pétard. Un joli crâne. Fleuri. Donc on se repère sur notre sacrum. On repère en particulier notre sacro-coccygienne. Hop, on avait 2, 3, 4. Donc quand vous avez trouvé S4, vous mettez juste en dessous de S4, dans l'équivalent de la gouttière. Des fois on est déjà un petit peu hiatus. Vous êtes au niveau du point de correction de la chaîne ethmoïdienne. Sur une chaîne ethmoïdienne globale, on corrige des deux côtés. Sur un hémiethmoïde, on corrige que d'un côté. Quand vous arrivez en dessous dans le hiatus, en plein milieu du hiatus, donc avec l'ongle, vous avez la sagittale qui va se trouver là, que vous avez coupé en deux ou trois parties. Pourquoi ça filme ça? Ouais. Beaucoup d'intention. Tu prends un stylet, tu prends une pointe de truc comme ça et tu y vas. C'est bien d'être précis. Oh, C'est bien c'est d'être précis. super agréable. Tu peux leur montrer s'il te plaît, je crois qu'il y a un bug de vidéo. Ok, on se repère sur notre sacrum, on trouve 2, 3, 4. Donc quand on est juste en dessous de S4, du point de correction de la chaîne frontale, on descend un petit chouïa, on se retrouve sur S5 et on a le point de correction de la chaîne ethmoïdienne. Pour un ethmoïde en lésion complète, on va corriger des deux côtés. C'est un ethmoïde en extension, je corrige vers le haut, je corrige vers le haut. Si c'est un hémiethmoïde, je ne corrige que du côté qui est en lésion. Si j'ai une flexion sur l'hémiethmoïde à droite, je vais corriger vers le bas à droite. Pour la chaîne sagittale, on va repérer notre sacro-coccygienne, on va avoir notre hiatus qui est là, et donc on va se positionner avec l'ongle en plein milieu, comme on se positionnait avec l'ongle pour corriger notre straine verticale sur les bords latérales. Là, on se met en plein milieu, et on va couper en 1, 2 ou 3 parties pour corriger vers le haut ou vers le bas. Tu corriges avec l'ongle. Oui, absolument. Pour le gyroscope, on va se positionner sur notre sacro-coccygienne. Donc, voilà, on vient sur la sacro-coccygienne. Et si on sait que, par exemple, c'était bas à droite, on se met en profondeur, on va le retrouver ici, et on corrige vers le haut. Si c'était du rotatoire, on cherche la rotation, et on corrige la rotation. Est-ce que c'est tout bon? Je suis désolé, j'ai pas écouté derrière. Mais à mon avis, il va falloir que tu fasses une pratique guidée parce que c'est trop complexe là pour moi, Sacro-coccygienne. personnellement. Gyroscope, tu fais quoi? Gyroscope? C'est une bonne idée, une pratique. Parce Idée. que là, il y a trop de choses, c'est trop flou quoi. Gyroscope, donc on se positionne au niveau de la sacro-coccygienne, avec deux doigts, un de chaque côté, et on va un petit peu en profondeur par rapport au strain latéral, parce que le strain latéral est en superficie. On va un petit peu en profondeur, et on corrige ce qu'on a trouvé sur la ligne courbe. Si c'était haut à droite, on tire vers le bas à droite. Si ça tournait à gauche, on corrige la rotation à gauche. Voilà. Ok. Yep.
Ça veut dire quoi une pratique guidée sur ce genre de choses? Bah, ça veut dire que tu dis, maintenant on fait ça, et on va faire comme ça. Enfin, ouais, d'accord. Quelqu'un peut m'aider, je sais pas dire. Non, mais Oui, j'ai compris. j'entends, je réfléchis. Je nous dis au fur et à mesure où mettre les mains. Oui. Ouais. Mm. Et Et ce qu'on on met va les mains ressentir. Et ce qu'on va ressent, chercher. ce qu'on Est-ce que- cherche. Merci, voilà. Ok. Tu vois?